Bienvenue à notre midi causerie télésanté, le dernier avant l'été. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion de discuter des regards de patientes sur la télésanté. Alors, merci d'être parmi nous dans ce moment d'apprentissage et de partage. Je me présente, je suis Suzanne Rodriguez. Je vais être votre animatrice pour cette session et j'ai le plaisir d'être accompagnée par mon collègue Mathieu Saint-Gelais et il va s'assurer du rôle d'intervieweur et il va veiller à que toutes les interventions soient fluides et dynamiques. Alors, cet événement, c'est vraiment un événement qui est convivial, il est structuré, mais on est vraiment là à la fin pour pouvoir répondre à vos questions et vous allez pouvoir poser vos questions à nos invités. Et aujourd'hui, l'objectif de la séance, ça va être de comprendre la téléconsultation et la télésurveillance à partir du vécu de deux patientes professionnelles, deux patientes, désolé, partenaires. On va identifier les avantages et les défis et les impacts de la télésanté et reconnaître les conditions favorables pour vivre une expérience positive en télésanté. Alors, aujourd'hui, nous avons deux invités. Nous avons Madame Karine Harvey, qui est patiente partenaire de l'Institut de cardiologie de Montréal, et Madame Annie Danielle Grenier, qui est patiente partenaire du CHUM. Alors, avant de débuter l'interview avec nos invités, je vais laisser la parole à Mathieu Saint-Gelais, qui est coordonnateur de contenu du site télésantéquebec.ca et il va débuter par une explication de qu'est-ce que la téléconsultation et la télésurveillance. Et ensuite, nous allons avoir, comme mentionné, avoir l'occasion de discuter avec nos invités. Alors, Mathieu, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Suzanne. Alors, je commence d'emblée en s'assurant qu'on est tous sur la même longueur d'onde par rapport un petit peu aux définitions, puis de qu'est-ce qu'on entend par télésanté, téléconsultation, télésurveillance. La télésanté, ben, c'est tout simplement une activité en santé et services sociaux qui se fait à distance avec des outils technologiques. Donc, ça implique une communication et cette communication-là, dépendamment des activités télésanté, peut être en temps direct, en temps réel ou en temps différé. C'est d'ailleurs le cas de nos deux activités télésanté dont on parle aujourd'hui. J'y viens à l'instant. Donc, oui, avant de rentrer là-dedans, le message important qu'on dit toujours, c'est que comme toute activité de santé, comme tout moyen de donner des soins et des services, le consentement est important. Donc, vous ne serez jamais obligé d'utiliser une modalité de soins en télésanté. Ça peut vous être proposé par un professionnel de la santé. Vous pouvez le demander également, mais ça doit faire l'objet d'un consentement. Donc, un usager, un patient qui préfère utiliser les méthodes conventionnelles peut manifester son besoin et ça va être respecté. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec vos professionnels si vous êtes face à une situation où ça pourrait être une possibilité. Là, les échanges sont encouragés entre patients et professionnels. Alors, la téléconsultation d'abord. C'est une rencontre réalisée à distance entre un patient et un professionnel de la santé par appel vidéo, tout simplement. Donc, il y a aussi des rencontres réalisées par téléphone qu'on peut avoir avec nos professionnels. Dans le cas de ce qu'on considère, là, nous, en télésanté, on apporte l'apport vidéo à cet échange-là qui se réalise. Donc, l'appel vidéo, ben, on le fait à partir de chez soi. Ça permet de se voir et de s'entendre, bien évidemment. Dans le réseau Santé Québec, on est avec la suite d'applications Microsoft. Donc, c'est Teams qui sert aux téléconsultations qui sont réalisées. Et du côté du patient, ben, l'activité se fait avec un appareil électronique qui peut être un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent. Donc, télésurveillance maintenant, on parle ici d'un suivi à distance à l'aide, encore une fois, d'un outil technologique
offert dans un milieu de vie et qui va être complémentaire aux soins conventionnels. Donc, contrairement à la téléconsultation, ici, on va le voir tout de suite, on est en situation en temps différé, si on veut, il n'y a pas une communication là, en temps réel. Donc, prochaine diapo. Donc, voilà. On a plusieurs, dans le cas de la télésurveillance, outils de communication, outils technologiques, pardon, qui peuvent être utilisés. Donc, il y a l'appareil de communication comme tel, on le dit, ordinateur, tablette, téléphone intelligent, qu'on utilise avec une connexion Internet. Et on va utiliser une plateforme, une application qui va varier d'un établissement, d'un service à l'autre. Dans le cas de la téléconsultation, je vous avais dit que c'est pas mal toujours Teams. Dans le cas de la télésurveillance, ça peut varier. Ça va être une application spécialisée en télésurveillance qui va être utilisée. Et cette application-là va permettre à l'utilisateur d'accéder à des questionnaires, d'accéder à une bibliothèque de renseignements sur leur situation de santé, d'échanger de l'information avec des professionnels, comme je l'ai dit, souvent en temps différé. Et dans certains cas, on va pouvoir jumeler ça à l'utilisation d'objets connectés, donc des objets qui prennent des mesures corporelles et autres par rapport à la santé et qui vont des fois pouvoir être connectés, c'est-à-dire envoyer directement des données aux professionnels de la santé à l'autre bout, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que j'ai marqué parfois, parce que des fois, il n'y a pas d'objet connecté comme tel. Donc, les exemples d'utilisation pour la télésurveillance, souvent pour le suivi de maladies chroniques. Donc, vous êtes à la maison, vous souffrez d'une maladie chronique, vous rentrez des questionnaires quotidiens, par exemple, dans l'application pour noter vos signes vitaux, vos informations sur la santé. Et à l'autre bout, ben, il y a un professionnel qui suit un tableau là, de base, si on veut, pour voir l'état là, en temps continu là, de votre santé. Ça peut être fait aussi lors des suivis après une hospitalisation. On a aussi de l'hospitalisation à domicile qui est de plus en plus utilisée dans les établissements. Et on voit aussi une pratique qui est quand même courante, c'est le suivi de grossesse à risque qui peut se faire avec la télésurveillance. En résumé, si on avait à comparer les deux, bien, dans le cas de la téléconsultation, on est en temps direct, en échange directement, comme on le fait présentement avec vous. Donc, on se parle, on s'entend en temps direct. La télésurveillance, c'est en temps différé. Donc, il y a une donnée qui est perçue, il y a une réaction, il y a un échange qui peut avoir lieu, mais pas nécessairement en temps réel. Dans la téléconsultation, bien, l'activité, on l'a dit, c'est une rencontre vidéo. Dans la télésurveillance, on parle de questionnaires, de bibliothèques éducatives, de messagerie. Teams est une application, une plateforme autre dans le cas de l'applicatif. Objets connectés, il n'y en a pas en téléconsultation, il peut y en avoir en télésurveillance. Le moment, ben, une téléconsultation, c'est ponctuel, c'est à l'occasion, on va discuter avec son professionnel. La télésurveillance se fait en continu et dans les deux cas, on utilise nos appareils connectés à la maison. Ce qui nous amènerait à débuter notre échange avec nos participantes. C'est bon, Suzanne. Est-ce qu'on avait dit qu'on commençait avec Madame Grenier, je pense. C'est bien ça. Donc, Exact. parfait. Donc, bonjour, Madame Grenier. Bonjour. Bonjour, vous êtes une patiente partenaire au CHUM. Vous êtes une patiente de longue date. On va le découvrir là, avec votre historique. On aimerait commencer par un peu savoir là, votre expérience avec la téléconsultation. Dans votre cas, c'est de ça on va parler. Dans quel contexte la téléconsultation est devenue quelque chose de présent dans votre parcours de patiente? Bonjour, merci tout le monde d'être là avec nous ce midi. Je suis atteinte de 3 maladies rares principales et une trentaine de comorbidités. Donc, ça veut dire que pas mal tous mes systèmes sont atteints. Ça veut dire rendez-vous en neurologie, cardiologie, gastrologie, etc. J'ai une dizaine de spécialistes qui me suivent. Avec ça, mon énergie est limitée. J'ai parfois des difficultés à me déplacer aussi. Mais je suis aussi immunocompromise. Donc, mon système immunitaire est pourri. J'attrape à peu près tout facilement. Et en plus, une de mes maladies fait que les infections, même un petit rhume, ça peut être mortel. Donc, pour moi, ça fait
plus que 15 ans que j'espère qu'on puisse, par exemple, contacter nos médecins par courriel, avoir des rendez-vous téléphoniques. Il y a 15 ans, on pensait moins aux vidéoconsultations. Ça existait ailleurs, puis je le voyais, puis ça me dérangeait de ne pas avoir cet accès-là, surtout pour les fois où je devais faire plus que 2 heures de déplacement, attendre 2 heures dans la salle d'attente sur une chaise inconfortable, pour finalement me faire dire en 2 minutes, ah, les résultats sont beaux, on se revoit dans 6 mois. Donc, pour moi, c'est en fait un point positif à la pandémie parce que soudainement, par miracle, toutes ces choses qui étaient impossibles sont devenues possibles quand ça a été nécessaire pour tout le monde. Personnellement, je n'ai pas mis les pieds à l'hôpital depuis quelques années. Je touche du bois. Et puis, à moins que ma présence physique soit nécessaire, là, on s'entend les examens gynécologiques, par exemple, ça ne se fait pas très bien à distance. Tout mon suivi est fait à distance maintenant. Donc, c'est intéressant parce que vous apportez un point favorable à la pandémie qu'on a tous vécu plus ou moins durement là, comme citoyens et tout ça. Mais c'est vrai que dans le domaine de la télésanté, puis nous, on est dans ce domaine-là, on peut en témoigner, la pandémie a rendu évident quelque chose, là, une pratique qui n'était pas encore très développée. Donc, tout d'un coup, ça devenait nécessaire, essentiel de ne pas déplacer les patients à tout moment là, à l'hôpital. Et vous en êtes un exemple flagrant avec votre situation là, euh, immunologique. Là, on voit que c'est une nécessité. Là. Donc, merci beaucoup pour ce petit tour-là, pour ce petit contexte-là. Quels avantages, là, vous avez évoqué le temps d'attente, vous avez évoqué les infections. Est-ce qu'il y en a d'autres, des avantages, des bénéfices que vous voyez à cette pratique-là de la téléconsultation? Définitivement. Pour moi, en fait, les avantages sont immenses. Premièrement, comme j'ai mentionné, oui, j'ai évité les infections. J'en avais une à peu près à chaque fois que j'avais un rendez-vous. Mais plus que ça, c'est de ne pas avoir des infections à répétition, mon état s'est stabilisé. Donc, je suis passée de 3 à 5 rendez-vous médicaux par semaine à même pas un par mois. Mais en fait, même si j'en avais encore autant de rendez-vous, juste le fait de ne pas devoir me déplacer chaque fois, ça fait que je peux travailler presque à temps plein maintenant. Parce que les 3 à 5 rendez-vous par semaine que j'avais, ça représentait entre 5 et 20 heures par semaine. Donc, comme de mentionner, c'est l'économie de temps, mais aussi c'est l'économie d'énergie. Parce que si je passais 4-5 heures dans une journée à un rendez-vous avec les déplacements, l'attente et tout, je ne pouvais plus rien faire de ma journée, puis possiblement que le lendemain aussi, je devais me reposer. Tandis qu'avec la téléconsultation, même j'ai la chance de travailler à domicile, donc je peux même continuer à travailler pendant que j'attends que le médecin se connecte ou m'appelle. Puis je pense qu'il ne faut pas aussi négliger le fait que, sauf exception, pour moi, si c'est en présentiel, j'ai besoin d'une personne qui m'accompagne. Donc, c'est aussi son temps à elle qui est libéré si je suis à distance. Puis, j'ajouterais à tout ça l'économie d'argent parce que là, je n'ai pas besoin de payer pour le transport en commun ou pour l'essence, le stationnement et tout ça. Bon, donc c'est très flagrant là, comme avantage dans votre cas. Puis je trouve intéressant que vous apportiez l'aspect productivité, l'aspect travail, parce qu'on n'y pense pas toujours. On a une clientèle aussi qui va souvent être âgée, parfois à la retraite, mais dans le cas d'un travailleur, c'est du temps précieux qu'on perd si on doit se déplacer à des rendez-vous et tout ça. Donc, c'est une belle illustration des avantages. Est-ce que pour vous, ça a été difficile d'obtenir la téléconsultation quand vous avez parlé de la pandémie, là, un petit peu, où ça a été offert un peu plus d'emblée, mais je pense que dans votre parcours, ça n'a pas toujours été si évident que ça de l'obtenir. Vous avez dû des fois vous manifester pour en faire la demande, n'est-ce pas? Oui, en fait, sans que ce soit nécessairement difficile, c'est presque 100% parce que moi, je l'ai demandé. Au début, oui, avec ma fragilité aux infections, il y avait encore les mesures de précaution en place. Le mot d'ordre était de protéger les patients, mais en même temps, on se disait que c'était très sécuritaire sur place, donc c'était même pas nécessairement offert tout le temps. Mais ces espèces d'accommodements-là, les mesures aussi, ça n'a pas duré. Puis, donc, oui, il a fallu que je demande. Puis, je veux préciser, c'est pas facile d'avoir à demander. On est dans une situation inégale de pouvoir. On veut pas déranger, on veut pas déplaire, on veut que le médecin soit de notre bord. Mais vu l'importance de la chose, puis que c'était possible, je me suis comme parlé, puis je me suis dit, au pire, ils vont dire non, mais je vais le demander. Puis j'ai commencé simplement, à chaque fois qu'un rendez-vous se terminait, de dire, quand on parlait, bon, on se revoit dans 6 mois,
de demander est-ce que ça pourrait être à distance, ce suivi-là. Ils ont tous dit oui, en fait, la douzaine de mes médecins. Il y en a qui avaient plus d'enthousiasme que d'autres. Il y en a qui c'était bien sûr, évidemment, puis qui trouvaient ça tout à fait logique. Puis il y en a d'autres qui étaient comme ah, OK, mais on en reparlera dans 6 mois pour le prochain. Sauf que finalement, avec le temps, il y a des initiatives qui ont été mises en place pour que c'est maintenant plus normalisé. Les médecins sont encouragés à offrir la téléconsultation. Donc, même ceux qui disaient qu'on en reparlera, finalement, n'en ont pas reparlé parce que c'est devenu plus normal, justement. Puis, une chose qui me frappe, c'est que ceux qui préféraient me voir en personne disaient que c'était pour voir mon état général, voir mon sourire. Puis, dans le fond, ils oublient que si je suis en personne, j'ai mon masque. Idéalement, eux aussi. Et puis, tandis qu'en visioconférence, ils peuvent me voir, puis c'est très possible pour moi, là, sauf exception, de me lever, de bouger, montrer comment je vais et tout ça. Wow, donc oui, ça peut prendre une certaine dose de courage. Je vous félicite de l'avoir eu. Nous, dans le Réseau québécois de la télésanté, on travaille avec les professionnels pour les outiller, pour les accompagner, pour les inciter à offrir ces modalités de suivi à leurs patients, mais ça avance à un rythme qui n'est pas nécessairement fulgurant dans le sens que oui, il y a encore évidemment des professionnels qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'offrir la téléconsultation. Donc, le fait, comme patient, d'ouvrir la discussion, d'en faire la demande, bien, ça fait partie des possibilités et un peu de nos responsabilités, si j'ose dire, comme patient. Et c'est un message, je pense, important là, qu'on souhaitait lancer par votre témoignage là, aux participants aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, comme vous dites, au pire, ça va être non, au pire, ça va être justifié par différents facteurs technologiques ou la nécessité de vous voir en personne, mais cette discussion-là peut avoir lieu et on vous encourage à la lancer. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Comment vous pourriez comparer la téléconsultation avec la rencontre en personne en tant que patiente? Là, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que ça peut être comparé? Bien sûr, je pense pour commencer que c'est une erreur d'essayer de les comparer, ou plutôt, on peut le Mm. faire pour voir les différences. Mhm. Chaque modalité a ses avantages, ses inconvénients, mais c'est vraiment deux choses différentes. Puis je pense qu'essayer de reproduire le rendez-vous en personne à distance ou l'inverse, ça peut juste créer de l'insatisfaction. Des avantages que je vois à distance, en plus de ce que j'ai déjà mentionné, sauf exception, on dirait que le médecin a prévu le temps pour mon rendez-vous. Contrairement en personne où ça m'est très souvent arrivé de me faire demander si j'avais d'autres questions, mais que le médecin était debout, la main sur la poignée de porte. Tandis qu'en visioconférence, ça date, puis pourtant je vois le non-verbal, j'ai jamais vécu ça. Donc je me demande si c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas à tenir compte du temps pour entrer et sortir du bureau. C'est-tu cet élément-là? J'ai pas vraiment de la réponse. Sinon, c'est sûr qu'il y a des inconvénients. Quand c'est à distance, c'est pas pour tout le monde non plus. Puis, c'est correct. C'est sûr que si j'avais pas une bonne connexion Internet, par exemple, ou si je ne pouvais pas avoir l'intimité pour le temps de mon rendez-vous, je suis sûre que j'apprécierais ça beaucoup moins. Mais surtout, la critique que j'entends, c'est que c'est donc mieux les rendez-vous en personne pour le facteur humain, que c'est essentiel d'être ensemble physiquement pour avoir de l'empathie et tout ça. Puis je suis vraiment pas d'accord. J'ai vécu trop souvent des médecins qui me saluaient même pas à mon rentrée quand je rentrais dans le bureau, qui étaient bêtes ou qui passaient le rendez-vous à regarder leur écran d'ordinateur ou le dossier, pas juste prendre des notes, ça, c'est normal. Puis pas vraiment me démontrer d'humanité, je dirais même. En fait, les pires situations que j'ai vécues, celles qui m'ont motivée à devenir patiente partenaire, c'était en personne. Et à l'inverse, j'ai eu des rendez-vous que je dirais idéaux, entre autres en visio, mais aussi au téléphone, même si on se concentre aujourd'hui sur la vidéo. Je pense entre autres à une prise en charge que j'ai eue, qui était un premier rendez-vous avec une spécialiste qui a pris 1 heure. Je suis sûre qu'elle n'aurait pas pris moins de temps en personne. C'était un rendez-vous de prise en charge, mais justement, ça a été tout aussi bien fait à distance. J'ai senti sa bienveillance. On a établi un bon contact. Je me suis sentie en confiance. Je le suis encore. C'est encore mon médecin. Puis je sens toujours qu'elle a tout le temps au monde quand on se parle. Puis d'ailleurs, je finirai avec une petite anecdote. Il y a un médecin spécialiste que j'ai vu seulement quelques fois, 2 fois en personne, 2 au téléphone, en alternance, et il était plus sympathique au téléphone. Donc,
Ça va rien. Donc, c'est le fun parce que ça défait un peu le mythe ou la croyance quand on ne l'a pas tenté, là, qu'il peut y avoir effectivement une distance humaine là, avec l'interface technologique. Donc, je pense qu'on comprend bien que c'est pas du tout le cas, là. Il peut tout à fait être possible d'avoir un bon contact humain par téléconsultation. Merci beaucoup, Madame Grenier. On va passer, on reviendra là, avec les questions là, du public après. Pour l'instant, je vais passer à Mme Grenier, qui a expérimenté la télésurveillance à l'Institut de cardiologie de Montréal. Mme Harvey, pardon, je vous ai inversé, c'est ça, hein? Oui, Oui. excusez-moi, c'est Mme Harvey. Toutes mes excuses. Bonjour. Bonjour, M. Saint-Gelais. Ça va bien? Ça va super bien, vous aussi? Très bien, merci beaucoup. Donc, même chose pour vous. Dans le fond, pouvez-vous nous expliquer un peu dans quel contexte, comme patiente, on vous a offert la télésurveillance à l'Institut de cardio, puis un petit peu comment ça fonctionnait pour vous dans votre expérience? Bien sûr, bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être là. Moi, je suis une patiente de 52 ans qui a été opérée le 26 janvier dernier à l'Institut de cardiologie pour une chirurgie à cœur ouvert, un problème congénital où on a dû changer 2 valves et une portion de l'aorte. Et pour cette opération-là, j'ai dû être hospitalisée une semaine où j'ai reçu, soit dit en passant, d'excellents soins, bien encadrés et avoir tous les renseignements nécessaires pour bien évoluer avec tout ça dans cette grosse épreuve-là. Mais bien sûr, il y a un retour à la maison qui doit se faire. Et n'étant pas de nature anxieuse quand même, ça reste que ça demeure une grosse épreuve. Et quand on retourne à la maison, il se crée quand même une petite forme d'anxiété où on se dit, OK, je m'en retourne à la maison et malgré le fait où plusieurs fois pendant mon hospitalisation, on a bien répondu à toutes mes questions post-opératoires. On m'a remis autant verbalement que par courriel et par écrit un numéro de téléphone, une adresse courriel que je pouvais communiquer en tout temps là, pour recevoir là, des informations si j'avais des inquiétudes ou des questionnements. Considérant la chirurgie que j'ai dû avoir, moi, on devait maintenir ma pression artérielle et ça encore là, pour la prochaine année. Une pression artérielle un petit peu plus basse que ce qui est considéré la normale de 120 sur 80. Moi, je dois la maintenir à 115 sur 80 pour aider mon cœur à bien reprendre toutes ces belles fonctions-là. Alors, je devais prendre ma pression artérielle à la maison. Ça fait que ça m'a bien été expliqué à mon départ par une infirmière là, spécialisée qui est assistante du chirurgien qui a pratiqué la chirurgie. Et on m'expliquait la pertinence de justement là, maintenir cette pression-là parce que sinon, on devait ajuster une médication pour la garder stable. Et le fait de pouvoir faire ça, c'est justement de pouvoir accéder à cette télésurveillance-là de façon quand même assez simple et efficace. Et considérant que si on parle du fait que juste pendant ma semaine de séjour à l'hôpital, juste à l'Institut de cardiologie pendant cette semaine-là, il y avait 33 patients hospitalisés en post-opératoire cardiaque. Bien sûr, ils ne peuvent pas faire ça en parlant à chaque patient à tous les jours, 2 fois par jour pour collecter les données. Alors, cette plateforme-là devenait un outil bien important et très efficace. Alors, avec un tensiomètre que j'avais déjà à la maison et qu'on s'est assuré là, que je maîtrisais bien la manipulation et avec une plateforme très facile d'utilisation, moi qui n'est pas très technologique et dont j'ai jamais eu d'impasse, je pouvais aller rentrer ces données-là 2 fois par jour où eux, ils prenaient conscience de ça, puis où on pouvait se communiquer là, afin de pouvoir ajuster cette dite médication-là. Super, donc très, très bien décrit. On comprend que vous avez aussi été bien accompagné avant de quitter, de vous expliquer les différentes activités que vous aurez à faire, dont prendre l'attention, utiliser la plateforme. Donc, je pense que malgré vos craintes technologiques, là, on sent que ça s'est bien passé là, au niveau du soutien, puis de s'assurer d'avoir l'aide. Vous aviez, je pense, aussi un numéro de téléphone s'il y avait un problème ou Oui. tout ça pour contacter.
Tout à fait. Excellent. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des impacts positifs sur votre santé, les avantages du fait d'être suivi en télésurveillance là, que ça a pu avoir sur votre état de santé? Absolument. Ben, considérant, comme je vous dis, qu'on nous parle de maintenir une tension artérielle à 115/80, moi étant quand même en forme de nature, c'est sûr que j'avais pas de problème avec ma pression artérielle avant ma chirurgie. Puis bon, elle se maintenait quand même dans la normalité de monsieur et madame tout le monde. Et bon, tu sais, pour nous pour eux, c'est le normal de tous les jours, mais pour nous, c'est la première fois de notre vie qu'on fait jouer dans notre cœur et on espère la dernière, bien entendu. C'est bien sûr que si la pression artérielle monte à 119, 120, là les questions se roulent dans notre tête. Est-ce que là 119 ça devient grave? Est-ce que 4 c'est trop? Est-ce que on panique pas avec ça? Alors là de pouvoir eux maintenir ça avec nous en lien, ils peuvent savoir là que bon si c'est 2-3 jours où la pression monte un petit peu, c'est pas si grave que ça, mais après un certain temps, quand on a bien vu là, que la pression restait trop haute, ben là, c'est là qu'eux, avec tous les données, pouvaient s'appuyer là-dessus et non pas juste, ben, il me semble que ma pression était belle, il me semble qu'elle n'était pas pire, il me semble que depuis quelques jours eux, ils ont vraiment des données écrites, fait qu'ils peuvent vraiment bien suivre ça puis nous guider puis dire, OK, il est maintenant temps là, d'ajuster cette médication-là. Oui, je comprends que ça doit être rassurant, savoir que s'il y a, par exemple, dans votre cas, ça déviait un peu de, 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 de la tension souhaitée, mais au moins vous saviez que l'information avait été reçue rapidement par vos professionnels et que s'il y avait un ajustement ou s'il y avait un problème, vous seriez informé et on prendrait les mesures nécessaires. Donc, en étant en télésurveillance, et c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on s'assure qu'on n'a pas à attendre le prochain rendez-vous avant d'être rassuré par rapport à une situation de santé. Là, on a tout de suite la possibilité, ou en tout cas rapidement, la possibilité d'avoir une information ou un ajustement. C'est super. Est-ce que vous avez rencontré des défis? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont été un peu plus difficiles avec l'utilisation de la plateforme ou la télésurveillance en général? Qu'est-ce que vous auriez à mentionner à ce sujet-là? Non, comme je vous disais, mon n'étant pas technologique, quand même à la base, ça se fait en quelques clics. Là, c'est très facile de s'y connecter. Bon, bien sûr, une fois qu'on a notre identifiant, notre mot de passe, on enregistre ça. Puis à chaque matin, chaque soir, à des moments différents de la journée, aléatoires pour bien surveiller, on s'y connecte. Puis jamais j'ai eu une impasse. En quelques clics, ça se fait très bien. Puis quand on envoie ça, il apparaît un encadré qui nous dit une infirmière vous contactera au besoin. Et ça crée une forme de rassurance là, vraiment importante où on sent que malgré la distance, il y a quand même un lien qui reste entre le patient et l'hôpital. On ne sent pas que, bon, on a fait le travail qu'on avait à faire et maintenant, bon rétablissement et que la vie se poursuive positivement pour vous. Et ça favorise, je pense, une forme d'autonomie chez le patient, une certaine discipline du fait que, bon, l'hôpital a fait sa part des choses, mais je veux dire, rendu là, le patient doit s'impliquer, je pense, dans son rétablissement et en favorisant, en ayant cette demande-là de l'hôpital et en mettant en place cette demande-là d'envoyer les pressions artérielles. Comme je vous dis, ça favorise une autonomie, une discipline, une implication du patient dans son rétablissement. Puis, ça l'amène à voir les progrès, voir la stabilité, voir que tout est normal et que tout se maintient bien. Donc, ça nous aide beaucoup dans notre tête à garder cette stabilité-là pour que le corps prenne du mieux là, de jour en jour. Très intéressant, le fait de rester actif, impliqué par rapport à sa propre santé, plutôt que traditionnellement, on pouvait concevoir les soins de façon un peu plus passive, où on avait des intervenants qui nous dictaient un peu quoi faire, comment réagir, alors que là, dans un rôle plus moderne en santé, ben, on prend action, on note ses données, on interagit, on initie des interactions avec ses professionnels. Donc, c'est intéressant que vous apportiez l'aspect autonomie à tout ça. Merci, merci beaucoup, Madame Harvey. Suzanne, on aurait terminé avec la portion entrevue. Est-ce qu'on aurait des questions de la part du public?
Alors, il n'y en a pas dans le chat, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir poser vos questions. Vous pouvez lever la main, puis on va être capable de vous solliciter à poser vos questions à tour de rôle. Soyez pas gênés. Madame Grenier et Madame Harvey sont là pour répondre à vos questions. Sinon, en attendant, Mathieu, est-ce qu'on aurait une question, nous, pour... Ben, peut-être oui, pour lancer un petit peu la Ouais, discussion. Est-ce que, puis ça peut être une ou l'autre qui répond là, selon votre inspiration, est-ce que vous auriez un message ou un conseil à donner aux patients qui pourraient être en situation d'accepter ou non une activité de télésanté? Puis même, si vous osez, est-ce qu'il y a des conseils ou des messages aux professionnels? Parce que je pense qu'on en a qui participent aujourd'hui comme spectateurs. Donc, oui, c'est ça. Auriez-vous Oui, des bien sûr. mots à dire là-dessus? Ah oui, j'aurais en fait 3 conseils pour les patients. Ah, super. Ouais, ouais, puis un pour les professionnels après. Ben, en fait, c'est de se préparer de la même façon que pour n'importe quel rendez-vous. C'est pas, des fois, on peut dire parce qu'on est à distance que c'est moins nécessaire parce qu'on est dans notre milieu, mais on va tout aussi bien oublier nos questions si on les a pas notées. Donc, d'avoir son crayon, du papier pour noter les questions ou les informations ou un document ouvert aussi sur l'ordinateur. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise à taper. Ensuite de ça, ben, c'est pas nécessairement dans l'ordre, là, de tester son équipement, la Hmm. connexion, le micro, la caméra. Puis ça, c'est même quand on est expert, tout ça, parce qu'on a tous déjà vécu la mise à jour de dernière minute qui fait que ça fonctionne plus. Hmm. Donc, de s'assurer là, un petit peu avant que tout fonctionne bien. Et si vous avez besoin d'aide, je sais qu'il y a des ressources qui sont disponibles. Puis Ouais. souvent aussi dans le courriel de confirmation avec le lien de connexion, il va y avoir des instructions, puis souvent un lien ou un numéro de téléphone pour de l'aide, là. Je sais que Hmm. c'est pas pareil dans tous les établissements, mais je pense que la majorité ont ça. Et puis, ben, de ne pas hésiter à le demander. Ça ne va pas être compliqué. Comme j'ai dit, oui, ça peut être difficile de faire juste de déroger du scénario qui est attendu finalement, pour poser cette Mhm. question-là, si c'est possible, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être juste de dire, bon, pour moi, c'est vraiment difficile de me déplacer. Est-ce que mon prochain rendez-vous pourrait être à distance? Ça n'a pas besoin d'être plus que ça. Et puis, ben, à moins de s'obstiner, là, c'est justement le pire qui va arriver, c'est qu'on se fasse refuser pour une Mhm. raison ou une autre. Puis pour les professionnels, ben, c'est un peu la même chose de s'assurer que l'équipement, la connexion fonctionne adéquatement, surtout pour appel vidéo. Évidemment, téléphone, c'est rarement un problème. Ça m'est arrivé quelques fois que le médecin n'ait pas fait ça et doive essayer sa caméra sur son propre iPhone à côté ou que ça ne fonctionne pas. Puis finalement, ben, le médecin me voyait, mais moi, j'avais juste l'audio. C'est un Mhm. peu déstabilisant là, comme rencontre dans ce temps-là. Donc, ce serait ça mes conseils. Super. Moi Euh, aussi, j'aurais des petites choses à dire, allez-y, effectivement. allez-y. Bien sûr, ben écoutez, pour les patients, comme je vous disais un petit peu plus tôt, je trouve ça tellement important de participer. Je pense que premièrement, il y a une forme de respect envers les professionnels qui nous ont offert tous les soins, le chirurgien qui a participé à nous sauver la vie dans tout ça. Je pense que, comme je vous disais plus tôt, ils ont fait leur bout de chemin. Puis je pense que c'est intéressant pour eux de voir que le patient participe là, activement à son rétablissement. Puis je sais que, bon, des fois, ça peut sembler gros, considérant qu'on est en grosse perte d'énergie, en fatigue, en douleur. Ça serait facile là, de se recroqueviller en fœtus dans un coin, puis de se Hmm. dire, ah non, pas ça par-dessus à rajouter. Tu sais, tout est une montagne, les jours, les semaines qui suivent. Tout est très complexe, mais je pense que c'est un minimum à faire et c'est tellement simple et puis de pas avoir peur de demander de l'aide pour tu sais, aller sur la plateforme si on éprouve des difficultés parce que ça crée effectivement le sentiment de participation à notre établissement. Puis je considère ça important. Puis quand on m'a approché, on m'avait laissé savoir que trop peu de gens qui font ce suivi-là de façon assidue, qui est pourtant très important selon moi. Donc, j'incite vraiment les gens à le faire, puis de se dire que ce petit 2 minutes-là, c'est pas quelque chose qui est très long, là, prendre sa pression artérielle et s'asseoir pour remplir les données, c'est une affaire de 5 minutes, mais je vous le dis, moi qui ai
proactive. Ça me semblait une montagne pour finalement réaliser que ce n'était pas grand-chose. Et pour ce qui est du côté professionnel, c'est plus une petite suggestion au niveau de la plateforme où je ne sais pas si ça peut se faire. Bon, bien sûr, quand on va sur la plateforme où on peut entrer nos données, on peut avoir accès à la bibliothèque là, comme de tous nos données pour vraiment comme bien suivre au lieu d'écrire ça sur un bout de papier. Donc, tu sais, ça aussi, là, ça vide notre tête, puis on ne cherche pas le papier. Tout est là, on peut vraiment s'y référer nous-mêmes. Par contre, j'avoue que j'ai un dilemme là-dessus parce que je peux comprendre que pour les gens plus anxieux, ça peut créer peut-être des fois une forme d'anxiété. Donc, je me questionne de la pertinence, mais je lance tout de même l'idée. Après un certain nombre de données, là, quelques jours ou quoi que ce soit, il serait peut-être bien qu'il y ait un message qui apparaît. Tu sais, oui, le message vous dit une infirmière vous contactera au besoin, puis on fait confiance à ça, bien entendu, puis on a souvent, nous, à téléphoner parce qu'on a des inquiétudes où l'infirmière fait un suivi auprès de nous, comme je vous dis, pour l'ajustement de la médication, mais avant même ça, je pense qu'il serait peut-être bien qu'apparaisse un message ou qu'il y ait un message écrit justement de la personne qui collecte ces données-là, où on pourrait dire, tout est beau, on continue comme ça. Obtenir un feedback là, un peu plus fréquent, un peu plus personnalisé. Oui, exact, parce que si on est, exemple, une semaine sans avoir à parler aux professionnels pour X, Y raison, on n'a rien par écrit qui nous dit, tout va bien, continuez comme ça. Lâchez pas un petit mot d'encouragement ou juste dire tout est correct, on maintient ça comme ça. Là, c'est une infirmière qui te contactera au besoin, mais tu sais, c'est du virtuel, c'est du non concret, c'est pas comme de parler. C'est un message automatique aussi dans votre cas que vous avez reçu. C'est intéressant, ça paraît que vous êtes des patientes partenaires parce que vous êtes tournés vers des solutions, vers des améliorations. On aime ça travailler avec vous pour après ça pouvoir s'assurer de développer des solutions puis des services de plus en plus de qualité. Merci. Aviez-vous terminé avec vos mots, vos conseils, en fait? Oui, tout est beau pour moi. Suzanne, autre Alors, chose du côté du chat? Non, du chat, c'est vide, il n'y en a aucun, mais si jamais il y a quelqu'un qui veut ouvrir le micro. Trop d'éloquence de la part de nos deux participantes aujourd'hui. Je pense que les choses sont très claires et convaincantes. Exact. C'est peut-être ça, hein? Ça se peut, ça se peut. Ah, voilà. On a Mme Ricard. C'est peut-être, en fait, une question comme trop technique, mais si moi, je suis une professionnelle, si je me mets à faire plus de télésanté, de télésoins avec les familles, je pense que nous, on a comme des statistiques à prendre. À chaque fois qu'on fait des... y a-tu comme... En fait, je l'écris dans un fichier Excel, je ne sais pas trop quoi, toutes les rencontres. Il faut que je me mette à comptabiliser ça, où il existe déjà un fichier pour comptabiliser. Souvent, les établissements vont... Ah, ben Rudolph, je pense que oui, notre collègue Rudolph qui est là, il était tout indiqué pour répondre à cette question-là. Merci, Rudolph. Oui, merci de la parole, Mathieu. Oui, donc, Madame Ricard, en général, j'imagine que vous utilisez IGAP pour colliger vos statistiques. Pas moi, parce que moi, c'est le CIPAD. Non, c'est DHPS, DHAP. Je ne suis peut-être pas... je suis orthophoniste, mais ce n'est pas la même chose. Non. OK, parce que normalement, il suffit de demander aux pilotes de logiciels de créer des codes spécifiques pour enregistrer votre activité. Okay. Et puis après, une fois que vous rentrez, vous saisissez le code qu'on vous a fourni et puis tout sera comptabilisé automatiquement. Voilà. Okay. Habituellement, les établissements ont développé ces codes-là et c'est la même chose pour les codes de rendez-vous. Si vous utilisez le système de rendez-vous de votre établissement, normalement, il y a des codes spécifiques aux rencontres à distance également. Alors oui, ça vaut la peine de s'informer. Merci pour votre question. Sinon, on peut peut-être parler des ressources. Oui, Suzanne, tout à fait. Ça a été évoqué un petit peu. Exact. Alors, Mme Grenier nous avait évoqué les ressources qui existent, mais là, on pourrait peut-être les montrer. Juste vous dire, vous allez les recevoir
par courriel, dans un courriel de suivi. Alors, pas besoin de les noter. Vous recevrez un petit courriel de suivi avec toutes les informations. Alors, Mathieu, je te laisse. Oui, puis c'est accompagné d'un petit sondage d'appréciation de la séance, si je ne me trompe pas. Exact. Oui, il en existe des ressources d'accompagnement. Je suis bien placé pour le savoir. On vous a parlé du site télésantéquebec.ca. Ça s'appelle le portail du réseau québécois de la télésanté. Un site web qui existe depuis quelques années, là, qui donne toute l'information nécessaire pour les utilisateurs de la télésanté, aussi bien les patients que les professionnels. Sur ce site, vous trouverez des pages d'information. Il y en a une qui s'appelle Participer à une téléconsultation où on donne vraiment étape par étape tout ce qu'il faut savoir en préparation à une téléconsultation. Ça comprend également une page pour tester son équipement. Ça a été évoqué aussi, je pense, par Mme Grenier, là, le fait de tester avant une rencontre en fait, avec cette page-là, vous faites juste cliquer sur les boutons, puis ça vous dit si votre vitesse de connexion, si votre image, si votre son est adéquat. Donc, c'est une bonne façon de se préparer à une téléconsultation. Sinon, de façon autonome d'ailleurs. Sinon, il y a un centre de soutien qui existe lui aussi depuis quelques années. Il est assez méconnu. Il a un nom un peu complexe, là, le Centre de soutien des services numériques en santé. Donc, on vous épargne tout ça. Mais l'important à savoir, c'est que ça existe et qu'il y a des techniciens disponibles là, lundi ou vendredi, 7h à 18h, pour répondre aux questions des patients et des professionnels de la santé en lien avec les solutions télésanté, donc Teams dans le cas de la téléconsultation ou votre application de télésurveillance. Donc, il y a là aussi une page d'information avec toutes les coordonnées de ce service-là sur télésantéquebec.ca. Vous aurez le lien dans le courriel, comme l'a dit Suzanne, et il y a un numéro de téléphone où on peut les joindre aussi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à savoir. En plus du fait, bien sûr, ne l'oublions pas, que votre clinique, celle qui vous donne vos soins, votre entourage, les patients partenaires, tout ça, c'est tout un réseau de gens qui sont disponibles pour vous soutenir là, dans votre parcours avec la télésanté. Donc, en gros, c'est ça les ressources. Puis, je voulais en profiter pour vous parler brièvement d'un quiz qu'on a créé. Si vous êtes curieux à savoir, est-ce que c'est pour vous la télésanté? Donc, il y a un code QR, on fait un petit test technologique. Tiens, je vous invite à balayer le code QR à votre écran en ce moment. Sinon, en googlant tout simplement quiz télésanté, vous allez le trouver. En une dizaine de questions, vous répondez là, sur vos préférences, sur vos caractéristiques personnelles et à la fin, vous avez un profil personnalisé qui vous dit si vous êtes indiqué, si c'est une bonne idée pour vous d'utiliser la télésanté avec des ressources, des informations selon votre situation. Donc, on a mis sur pied ce quiz-là tout récemment. Merci, c'est tout pour moi. Alors, n'hésitez pas à regarder le Eventbrite du CHUM pour avoir les prochaines midi-causeries et les dates qui vont s'en venir pour s'inscrire. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Madame Harvey, Madame Grenier, on apprécie vos témoignages et le temps que vous avez passé à préparer le midi-causerie avec Mathieu et moi. Mathieu, merci pour ton implication. Plaisir, merci Suzanne, merci mesdames. Et à la mesdames. prochaine.